qu'on débute maintenant cette conférence sur les cryptos et le Bitcoin en particulier, avec cette citation. Si vous ne me croyez pas ou ne me comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre. Désolé. Ce sont les mots de Satoshi Nakamoto en 2010, pseudonyme derrière lequel se cachent le ou les créateurs de Bitcoin. Et bien nous ne sommes pas les créateurs de Bitcoin, quoique, on ne sait pas, et on ne saura peut-être jamais qui est cette personne ou ces personnes derrière la création de Bitcoin. Mais on va prendre le temps, nous, alors pas de vous convaincre, mais de vous faire comprendre, et vous ferez, votre propre avis avec ce qu'on va dire ce soir. Donc, comment Bitcoin pourrait changer la donne? C'est parti. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois invités ce soir. Sébastien Gouspillou, spécialiste du minage et cofondateur de BigBlock. Fabrice Drouin, fondateur et directeur des nouvelles technologies de A5. Et Alexandre Roubaud, CEO de Bitstack. On aura une séance de questions-réponses à la fin de la conférence. Donc, si vous avez des questions, vous les gardez, vous pourrez nous les poser tout à l'heure. On va commencer par présenter ce qu'est Bitcoin. Et je vais donner la parole à Alexandre. Voilà, pour commencer très simplement, pour des personnes qui potentiellement n'en auraient presque jamais entendu parler, comment est-ce que tu pourrais présenter ce qu'est Bitcoin, la proposition de valeur qu'il y a derrière et pourquoi ça a été créé? Je vais proposer une première définition parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Bitcoin, pour moi, est révolutionnaire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il s'agit d'un protocole informatique qui permet d'échanger et de stocker de la valeur sur Internet sans intermédiaire, c'est-à-dire sans tiers de confiance, de manière ultra sécurisée et programmable, tout en étant résistant à la censure. Et deuxièmement, parce que ce dispositif, ce système, pour le sécuriser, il faut l'émission d'un jeton, d'un actif numérique qu'on appelle le Bitcoin, et qui peut être utilisé comme une monnaie en raison de ses propriétés monétaires. Donc, toutes les propriétés d'une monnaie, sa durabilité, sa fongibilité, sa transférabilité, etc. Et la particularité de Bitcoin et de ce jeton, c'est que contrairement aux monnaies étatiques ou fiat, donc l'euro, le dollar américain, etc., dont l'émission de la monnaie est imprévisible et inflationniste, l'émission de la monnaie du Bitcoin est-elle prévisible et désinflationniste? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'augmentation de son émission diminue dans le temps pour atteindre ce fameux cap des 21 millions. Donc, on est parti de zéro, ça augmente et ça diminue petit à petit pour atteindre ce fameux cap des 21 millions. Et c'est ces caractéristiques-là qui inspirent confiance aux gens et qui fait que l'adoption du Bitcoin est croissante dans le monde entier, que ça soit pour échanger ou stocker de la valeur. Et ce qui est particulier, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on a un système de paiement et un système monétaire qui sont unis dans un seul et même dispositif. Voilà. Pour moi, c'est un peu la définition que je propose du Bitcoin. Et toi, avec Bitstack, tu travailles surtout sur la partie réserve de valeur du Bitcoin et vous proposez en fait aux personnes d'épargner du Bitcoin, mais de manière indolore. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça fonctionne? Alors, chez Bitstack, on est parti d'un constat très simple, c'est que si on voulait accélérer l'adoption du Bitcoin, il fallait plutôt intégrer le Bitcoin dans les habitudes financières des gens. Donc, au lieu d'essayer de les convaincre d'acheter du Bitcoin, on s'est dit pourquoi pas prendre des habitudes financières qui est la dépense ou l'épargne et finalement intégrer le Bitcoin, comme l'a dit Amaury, de manière complètement indolore. Donc, ce qu'on a créé, c'est une application mobile qui a une proposition de valeur très simple qui est de connecter son compte bancaire à l'application, français ou même étranger. Vous le connectez à l'application et lorsque vous allez effectuer des dépenses avec votre carte LCL, Crédit Agricole, Bitstack va arrondir ses dépenses à l'euro supérieur. Vous achetez un café 2,60 €, c'est arrondi à 3 € et les 40 centimes de différence, la petite monnaie finalement, est automatiquement investie en Bitcoin. Et on va dire, c'est facile pour moi de dire ça, j'allais dire l'intelligence de ce mécanisme-là, c'est qu'il y a une chose que les gens savent bien faire, c'est dépenser. Et donc finalement, de rattacher un comportement d'épargne qui peut être pour certains difficile ou pénible, le rattacher à la dépense, ça permet d'avoir en fait un mécanisme d'épargne qui est accessible à tous. Plus vous dépensez, plus vous allez épargner. Moins vous dépensez, moins vous allez épargner. Et en introduisant le Bitcoin comme nouveau modèle d'épargne.
Voilà, et l'avantage, c'est de jamais se soucier du cours du Bitcoin, de faire ce qu'on appelle du DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire qu'on investit, on lisse nos points d'entrée pour parier sur la hausse du Bitcoin à long terme et éviter d'avoir le nez tout le temps dans les cours. Souvent, ça prend beaucoup de temps et ça marche pas. C'est la grande forcément. question, c'est quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin. On me l'a posé d'ailleurs juste avant que j'arrive. La seule question qu'on m'a posée. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter du Bitcoin? Personne n'a la réponse, premièrement. Et deuxièmement, c'est tout le temps le bon moment. En fait, ce qui est important, c'est de se construire une conviction sur la proposition de valeur de Bitcoin. Donc, on peut reprendre la définition, par exemple, j'offrais tout à l'heure, une monnaie qui est incensurable sur Internet et qui a une émission monétaire qui est, elle, pour le coup, fixe, ancrée dans le code. Si on a une conviction sur ça, après, l'objectif, c'est finalement de se dire je ne vais pas épargner sur une monnaie qui est constamment dévaluée par les politiques monétaires un peu folles, on va dire, et plutôt de se mettre sur ce nouveau système monétaire et donc d'épargner de manière continue. L'arrondi automatique, qui est ce que j'ai présenté, ça en est une façon. On peut aussi établir un programme d'épargne récurrente classique, 10 € toutes les semaines ou 15 € tous les mois. Et ensuite, donc, de faire comme Amaury a dit, ce qu'on appelle du dollar cost averaging, qui est une stratégie d'investissement récurrent pour lisser le cours. C'est-à-dire que vous allez acheter toutes les semaines, que le prix soit haut ou bas, vous achetez, vous lissez le cours et ça vous permet d'avoir une stratégie beaucoup plus performante que j'achète, puis aussi j'essaye de vendre et je rachète et j'essaie de vendre. Voilà, donc là, on a vu une des facettes de Bitcoin qui est le côté réserve de valeur sur lequel on va revenir. Mais on va voir un peu comment on sécurise le Bitcoin. Et pour ça, il faut le miner. Et là, je vais m'adresser à Sébastien, spécialiste du minage. Sébastien, tu peux nous expliquer déjà, pour commencer, qu'est-ce que le minage? Pourquoi on a besoin de miner du Bitcoin? Et surtout, moi, si je devais te définir ce soir, tu es un peu un chasseur d'électricité, un chasseur de perte d'électricité, on va dire. Tu es anti-gaspillage d'électricité. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, parce que le mining de Bitcoin, ça nécessite beaucoup d'électricité. Ça, tout le monde l'a entendu. Hein, vous avez dû entendre que c'était une catastrophe écologique. Donc, l'écocide, c'est moi. Hein. Mais en réalité, donc, pourquoi on a besoin de beaucoup d'électricité? Parce qu'on sécurise tout ce réseau. Tout ce réseau qui aujourd'hui vaut des milliards est sécurisé par un réseau d'ordinateurs, en fait, de serveurs, qu'on appelle aujourd'hui des ASIC. C'est des machines très spécifiques, totalement spécifiques, qui font que ça. En gros, l'idée, c'est qu'on se passe d'intermédiaire. Si j'envoie une transaction en Bitcoin à quelqu'un, il n'y a pas un banquier qui valide cette transaction, il n'y a pas un intermédiaire de confiance. Ce sont les machines qui vont gérer cette transaction et qui vont sécuriser le réseau. Je simplifie au maximum. Hein. Je sais que Cyril, par exemple, expliquerait ça plus en détail, mais je ne veux pas y passer la soirée. En gros, voilà, on a besoin de ce parc de machines. Ce parc de machines grossit. Et donc, on cherche de l'électricité. Et pour que le travail soit rentable, il faut une électricité de très bon marché. C'est pour ça qu'on n'a pas de mining en France, par exemple, de mining de Bitcoin. L'électricité mais on en a eu au départ. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais au départ, il y en avait, c'est ça? Il y en a eu. Explique pourquoi il y en avait au départ et maintenant, c'est plus possible. C'est ça? Enfin, c'est pas que c'est plus possible, c'est plus rentable, on va dire. C'est plus rentable. Et puis, nous, on avait commencé à miner en France en 2017 en espérant convaincre EDF, donc compagnie d'État, et le gouvernement de l'intérêt économique de miner pour un électricien énorme comme EDF, qui est à l'époque, qui était le plus gros électricien d'Europe. Et en gros, on a réalisé que EDF voulait pas toucher au Bitcoin. C'était trop sulfureux pour eux. Beaucoup d'autres électriciens l'ont fait dans le monde. Donc, par exemple, donc c'est pour ça que le prix est resté cher. On minait à 9 centimes en France et aujourd'hui, ça serait plutôt 13 ou 14 centimes en industriel. Donc, ça passe pas. Il faut être aux alentours de 3-4 cents de dollars en prix d'achat pour que ce soit intéressant. Et qu'est-ce que tu étais allé leur raconter à EDF, qu'on comprenne un peu comment tu leur avais présenté les choses, tu vois, à l'époque? En fait, EDF nous a envoyé 2 équipes chez nous, à Orvaux, parce qu'on avait ouvert une ferme à Nantes, à côté de Nantes. Et donc, on avait eu l'équipe d'hydroélectricité de Grenoble qui était venue, et puis les gens de EDF Nouvelle Énergie. Voilà. Et donc, les 2 groupes se sont retrouvés chez nous à Orvaux plusieurs jours. Et à l'issue de ça, l'hydroélectricité de Grenoble, le patron de l'hydroélectricité d'EDF France, avait décidé de passer un appel d'offres. Donc, il a publié au journal officiel un appel d'offres pour acheter 2 conteneurs. Voilà. Et la deuxième section, donc EDF Nouvelle Énergie, qui est devenue Exaion depuis,
m'a appelé, a dit c'est quoi cet appel d'offres et tout. Je dis, c'est un truc EDF, tu sais, moi je dirige pas EDF, je me contente d'y répondre. Et il a dit il en est pas question, j'arrête tout. Et donc il a obtenu de la direction d'EDF d'annuler cet appel d'offres. Et donc c'est ce jour de 2017 que la France a renoncé à cet avantage énorme qu'aurait pu être le mining sur son territoire. Voilà, à l'époque, EDF n'avait pas de problème d'argent. Aujourd'hui, il y a 3 milliards de trous. C'est vraiment dommage de ne pas avoir lancé le Bitcoin, le mining de Bitcoin à cette époque-là. Surtout qu'aujourd'hui, on voit l'équivalent d'EDF au Japon, par exemple, qui a complètement adopté le Bitcoin, mais à un point qu'ils en sont à fabriquer eux-mêmes leurs ASIC pour miner. Donc voilà, le Japon n'a pas eu la même politique que la France. Bon, et comment ça se passe pour les mineurs aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu chasses de l'électricité très peu chère, c'est ça? Comment tu la trouves? Et quel type d'électricité en général tu utilises? C'est-à-dire d'où elle provient? Alors nous, on s'est spécialisé dans le green, parce qu'on estime que c'est là qu'il y a le plus de surplus. Plus un pays va aller vers de l'électricité renouvelable, plus il va avoir besoin d'une capacité de production ultra importante par rapport à sa demande. Pourquoi? Parce qu'on le sait, c'est pas pilotable, ou assez peu. Certains ouvrages hydroélectriques sont pilotables, mais ni l'éolien ni le solaire. Donc, si on ne sait pas pilotable, il nous faut une beaucoup plus grosse capacité totale pour pouvoir répondre aux pics. Et actuellement, il y a un article qui est sorti dans le Financial Times la semaine dernière qui explique qu'en Europe, en Espagne, je ne sais plus trop dans quel autre pays d'Europe, la France en fait partie, il y a 800 gigawatts de puissance installée, prêtes à raccorder au réseau, mais qui ne sont pas raccordées. Parce qu'il n'y a pas les transfos, parce qu'il n'y a pas la place sur le réseau, parce qu'il n'y a pas les câbles. Donc ça n'existe. Nous, on fait beaucoup ça en Afrique, aller sur des centrales où l'offre est très supérieure à la demande. Mais on réalise que ça marcherait aussi en Europe. Oui, aujourd'hui, on a construit beaucoup de puissance et on n'a pas la demande. Donc, je lisais dans cet article du Financial Times que certains gestionnaires de parcs solaires en France estiment qu'ils ne démarreront pas leur activité sur un parc existant avant 8 ans. C'est-à-dire que le chantier est fini, les panneaux existent, mais ils ne pourront pas le raccorder avant 8 ans. C'est écrit dans le Financial Times et dans 8 ans, les panneaux seront morts. Donc voilà, là, je pense qu'on a un exemple parfait d'une utilité du mining. Ça évite les gaspillages. Et partout où on va, si on paye l'électricité aussi peu cher, c'est parce que cette électricité qu'on nous propose, ils ne savent absolument pas la vendre ailleurs. C'est un surplus. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on se dit on est en pénurie d'énergie, il n'y a plus d'électricité dans le monde, la puissance installée actuelle dans le monde permettrait de fournir 3 fois plus d'électricité que ce qu'on produit. Il faut le savoir. Donc c'est là que le mining vient chercher ces mégawattheures. Donc ça vient en fait combler un peu les moments où la demande est plus faible. On l'utilise pour faire du mining. Et là, on peut les faire tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'imagine, il n'y a pas de... Il y a différentes manières. Mais au Texas, par exemple, oui, le mining de Bitcoin est devenu vraiment un équilibreur de réseau. Ça permet d'équilibrer l'offre et la demande. Et le ERCOT, le gestionnaire, c'est l'équivalent de RTE au Texas. ERCOT est ultra content d'avoir trouvé ça. Et ils ont fait des économies considérables. Et c'est eux qui ont eu la moins grosse augmentation de l'électricité des États-Unis, le Texas. C'est grâce au mining. Donc voilà, il y a un intérêt économique pour les producteurs d'électricité, mais ça peut quelque part, contrairement à ce que certains disent, ça peut aussi participer à la lutte contre le réchauffement climatique, Sébastien. Ça peut aussi... Dans la mesure où ça permet de rentabiliser les installations d'électricité durable, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire que du durable, on veut se passer des hydrocarbures et même du nucléaire. Simplement, gérer un parc de renouvelables, très souvent, c'est pas rentable. En Europe, l'intégralité de l'électricité durable est subventionnée par les États et par l'Union européenne. T'enlèves ça, tout coule. Il n'y a pas grand-chose de rentable. Donc, le mining permet d'amener de la rentabilité à ces unités-là, bien sûr. Mais quand tu vois aujourd'hui en France, si tu fais une usine de méthanisation, par exemple, tu prends la bouse de vache et tu fais de l'électricité avec. J'ai un copain qui fait ça dans mon département. Il gagne mieux sa vie aujourd'hui à vendre son électricité dans son exploitation agricole à EDF que de travailler dans sa ferme. Il vend son électricité quelque chose comme 20 centimes le kilowattheure. Donc, beaucoup plus cher que ce que EDF le revend aux gens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on subventionne l'électricité durable. Et le mining est une subvention privée. Ça évite aux États de toujours se saigner pour pouvoir lancer de l'électricité green. Nous, vous allez voir un petit film tout à l'heure sur ce qu'on fait au Virunga, en Afrique, au Congo. Là, il n'y a pas de subvention. La centrale, elle existe. Il faut absolument trouver la renta.
Pour l'instant, l'offre est très supérieure à la demande, donc ils nous ont demandé de venir. Voilà. Donc, c'est exactement, c'est un cas d'école que vous verrez là dans ce petit film de 5 minutes. C'est vrai, on verra tout à l'heure à quoi peut servir aussi le mining de Bitcoin. Le Bitcoin, du coup, ça peut être aussi un moyen de paiement. Et là, on va s'intéresser au Lightning Network. Et donc, je vais donner la parole à Fabrice Drouin pour ça. Peut-être expliquer un peu l'intérêt du Lightning Network. C'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin a un problème de scalabilité pour passer à grande échelle. Et vous proposez de résoudre ce problème-là pour que le Bitcoin puisse devenir plus mainstream, comme on dit, et qu'il puisse y avoir plus d'utilisateurs dessus. Donc, je vous laisse présenter un peu ce qu'est le Lightning Network et pourquoi il a été créé. Donc, par conception, le fonctionnement de Bitcoin est pas très efficace. Le principe de Bitcoin, c'est un algorithme de consensus global, c'est-à-dire que tous les nœuds Bitcoin doivent se mettre d'accord sur ce que c'est que la bonne liste de transactions. Donc ça pose un tas de problèmes. Ça pose un problème de latence. C'est-à-dire qu'imaginez que vous soyez tous des nœuds Bitcoin, il faut que vous passiez les informations les uns les autres, que ça arrive jusqu'au dernier, que vous les validiez, que vous mettiez d'accord sur le prochain bloc. Ça ne peut pas être instantané. Et ça pose un problème de flux de transactions. Les transactions Bitcoin sont groupées dans des blocs. Les blocs ont une certaine taille. Il y a un bloc qui est émis toutes les 10 minutes. Et ça limite énormément le nombre de transactions, c'est-à-dire le nombre de paiements qu'on peut faire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la limite sur le nombre de transactions par seconde pour Bitcoin, mais c'est autour de 7. 7 transactions par seconde pour le monde entier, c'est très très peu. C'est-à-dire qu'il y a des utilisations privées qui déjà auraient besoin de plus que ça. Par comparaison, Visa, ça atteint régulièrement plusieurs milliers par seconde, et les systèmes qu'il y a en Chine permettent de faire encore plus que ça. Donc, il y a un premier problème de scalabilité de Bitcoin, c'est que le nombre de transactions par construction est très limité. Il y a un deuxième problème qui est lié à ça, c'est que avoir des bitcoins, c'est avoir c'est un peu un terme barbare, des UTXO, c'est-à-dire des sorties de transactions qui sont non dépensées. Les mineurs créent des blocs. Dans les blocs, vous avez des transactions qui ont des sorties. Les sorties qui ne sont pas encore dépensées, en gros, c'est les pièces dans Bitcoin. Aujourd'hui, il y a à peu près 70 millions d'UTXO. C'est-à-dire qu'il y a au maximum 70 millions de personnes qui peuvent avoir directement des bitcoins. Alors, il y a plus d'utilisateurs que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des systèmes custodiaux, donc des échanges type Binance, Coinbase, Kraken, etc. Donc, ça permet d'avoir plus d'utilisateurs, mais en direct, aujourd'hui, il y a une limite à 70 millions de personnes. Et donc, vous avez deux limites à la scalabilité de Bitcoin aujourd'hui, c'est le nombre d'UTXO. Et pour le faire grossir, il faut faire plein de transactions. Pour faire plein de transactions à 7 par seconde, ça va prendre du temps. Donc, si on fait venir 1 milliard de personnes sur Bitcoin, ça va prendre beaucoup de temps, ça prendra des années. Et l'autre limite, c'est le nombre de paiements qu'on peut faire et le fait que les paiements ne soient pas instantanés. Alors, sur le nombre d'utilisateurs, c'est assez compliqué de faire beaucoup mieux que maintenant. Par contre, sur les paiements, il y a une solution qui est développée depuis quelques années qui s'appelle Lightning, dont on est un des acteurs les plus importants dans le monde, qui permet d'avoir un flux pratiquement illimité de paiements, des paiements qui sont instantanés et des paiements qui ont des frais qui sont très limités. Donc là, l'idée, c'est que vous rajoutez une couche supplémentaire, c'est ça ? Voilà. Donc, le problème de la scalabilité de Bitcoin, il vient dans la publication des transactions. Si je dois payer Sébastien, je vais publier une transaction en passant par un nœud Bitcoin. Il faut attendre que cette transaction soit reliée à tout le monde, qu'elle soit intégrée par un mineur dans un bloc et qu'elle soit publiée. Et ça va prendre du temps et ce n'est pas scalable. Avec Lightning, en gros, l'idée, c'est qu'on va se mettre d'accord tous les deux, et que nous, ça ne regarde personne d'autre, sur une transaction qui sera valide, qui sera publiable, mais qu'on ne va pas publier. Et ça, c'est instantané. Et quand on veut se payer, on va juste changer la façon dont cette transaction nous donne de l'argent. Et ça, pareil, c'est un accord qui est entre nous, c'est un algorithme qui est quasiment instantané. C'est une transaction qui n'est toujours pas publiée, donc il n'y a pas le bottleneck qu'on a, le goulet d'étranglement qu'on a avec la blockchain. C'est ce qui permet de faire des paiements instantanés. Et Lightning, c'est un réseau de canaux de paiement où, en gros, on peut payer n'importe qui dans ce réseau à partir du moment où on trouve un chemin vers lui, on trouve un canal de paiement qui va vers lui. Donc, c'est une solution qui fonctionne aujourd'hui. C'est déployé depuis 4 ans maintenant. Il y a plusieurs milliers de nœuds, plusieurs dizaines de milliers de canaux. Il y a, je ne vais pas dire de bêtises, mais des milliers de bitcoins qui sont engagés dans ce réseau, même si c'est difficile d'avoir des informations définitives parce que c'est un réseau qui a été conçu pour être privé, c'est-à-dire pour être encore plus privé que Bitcoin, mais c'est un réseau qui fonctionne aujourd'hui. Donc ça,
C'est pas une réponse à tous les problèmes de scalabilité de Bitcoin. Ça permet pas de faire venir 1 milliard de personnes en 3 jours sur Bitcoin. Par contre, ça permet de faire un nombre de paiements qui est quasiment limité, avec des paiements qui sont instantanés, avec des frais très petits dès aujourd'hui. Ça fonctionne aujourd'hui. Oui, parce qu'il y avait aussi un problème de frais, c'est-à-dire qu'il y avait un engorgement de quand il y avait trop de monde sur le réseau, mais derrière les frais augmentaient beaucoup. Et là, avec Lightning, ils sont moindres. Alors, l'autre problème, c'est que la taille des blocs étant limitée, si vous voulez faire rentrer votre transaction rapidement dans un bloc, vous allez faire une sorte d'enchère avec toutes les autres transactions. Et les mineurs vont sélectionner forcément les transactions qui donnent le plus d'argent. Et si vous ne payez pas assez, vous allez rester en attente et potentiellement, au bout d'un certain temps, vous allez être sorti de la mémoire, en gros, des nœuds Bitcoin qui ont les transactions et votre transaction ne sera jamais publiée. Lightning, ça permet de résoudre ce problème-là. Les paiements, en gros, si vous pouvez utiliser le réseau tel qu'il est aujourd'hui, avec ses capacités telles qu'il est aujourd'hui, votre paiement passera et sera instantané. Le problème de Lightning, qui reste encore à régler, même si on peut l'améliorer, c'est que dès que vous devez changer la capacité de vos canaux de paiement, c'est-à-dire que dès qu'il faut repasser par la chaîne, vous retombez sur les problèmes de frais on-chain, de temps de transaction, et le fait qu'il faut bien que quelqu'un paye ses frais à un moment. Donc l'utilisation de Lightning peut être parfois un peu déroutante, parce que tant que vous restez dans Lightning, les frais sont instantanés, les frais sont minimes et les paiements sont instantanés, mais dès que vous devez ouvrir un nouveau canal de paiement, il faut que quelqu'un paye les frais pour ça. Et si les frais à ce moment-là sont élevés, vous avez des frais qui sont assez élevés à payer. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Il n'y aura pas de solution. On ne pourra pas faire aussi bien que les systèmes custodiaux, mais on a déjà des évolutions qui permettent d'avoir une gestion des frais plus efficace et beaucoup plus facile à comprendre pour les utilisateurs. Et pour parler d'adoption concrète, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent réellement le Lightning comme moyen de paiement Oui. Alors, il y a Lightning, un des plus grands marchands sur Lightning, c'est Bitrefill, qui vend des cartes prépayées ou des cartes Amazon et qui les vend par Lightning, qui fait un gros volume par Lightning. Lightning, c'est un système qui est très utilisé dans certains pays, de plus en plus en Amérique du Sud, parce qu'il y a des problèmes souvent de monnaie qui perdent de sa valeur tous les jours. Donc Bitcoin et Lightning se développent beaucoup en Amérique du Sud. Et puis, il y a beaucoup d'espoir sur ce qui peut être fait dans les jeux ou l'achat de services numériques. C'est pas forcément lié à Lightning, mais le fait d'avoir une monnaie numérique qui est universelle comme Bitcoin, pour les gens qui vendent des biens numériques qui sont toujours les mêmes, mais qui les vendent dans 50 pays, ça permet d'éviter d'avoir 50 opérateurs de paiement différents, 50 monnaies, 50 frais de transaction et 50 taux de conversion à utiliser. Donc, c'est une piste intéressante pour tout ce qui est vente de services numériques. Et ça se fait déjà, ou alors ça va se faire, ça se fait déjà, ça se fait plus très tard. peu. Ça s'est fait beaucoup avec Bitcoin il y a quelques années. Donc, on pouvait acheter des jeux vidéo, des logiciels avec Bitcoin. Quand les frais ont explosé il y a quelques années, tout ça a disparu. Et ça pourrait revenir grâce à Lightning qui permet de contrôler beaucoup mieux les frais de paiement. Et nous, aujourd'hui en France, là, c'est quoi l'intérêt? Quel intérêt on aurait, nous, à payer avec Lightning plutôt qu'avec le système bancaire classique? Je parle d'aujourd'hui en France. Après, on va parler d'autres pays. Alors, effectivement, en France et généralement en Europe, comme on a un système bancaire qui fonctionne très bien, on peut payer avec des montants minimums depuis le Covid avec sa carte bleue. On ne voit pas forcément l'intérêt de Lightning. Les gens le voient plus en Afrique, en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud. Un des intérêts de Lightning qui, je pense, fait que les gens vont s'y intéresser de plus en plus, c'est le respect de la vie privée. Il y a de plus en plus d'inquiétudes sur la traçabilité des paiements, la façon dont les monnaies numériques qu'on nous propose vont arriver. En gros, on se demande si le prochain euro numérique ne sera pas une copie des monnaies numériques chinoises qui permettent de tracer tout ce qui est fait. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Et je pense qu'un des axes de développement de Bitcoin, un peu partout, pas seulement en France, c'est le respect de la vie privée. Comme on a vu le développement des VPN depuis 20 ans. Il y a 20 ans, dans une école d'ingénieurs, pratiquement personne ne savait ce qu'était qu'un VPN. Aujourd'hui, il y a des pubs dans le métro. Je ne sais pas si parmi vous, vous en utilisez, mais c'est devenu des produits qui sont pratiquement grand public. C'était des choses qui étaient complètement inconnues, y compris des ingénieurs, il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est aussi un aspect qui
qui est important pour le développement de Bitcoin. Et un outil comme le Lightning, ça pourrait être censuré par un État ou alors c'est très compliqué pour une entité Alors, tant qu'on reste dans le monde Bitcoin, c'est très compliqué de censurer et de contrôler. La censure, en général, elle se fait sur l'échange entre le Bitcoin et le fiat. Interdire Bitcoin, ça n'a pas vraiment de sens. Censurer ou contrôler Bitcoin Lightning, c'est très compliqué. Par contre, interdire les plateformes d'échange, interdire de convertir facilement Bitcoin en euros ou en dollars ou autre chose, ça pourrait être fait plus facilement. Mais ce n'est pas une interdiction qui se fera directement sur le réseau. Bon, donc on voit que le Lightning peut avoir un intérêt en France aujourd'hui, mais peut-être moins fort à l'instant T que dans d'autres pays, vu que le système bancaire, à l'instant T en tout cas, fonctionne bien. Sébastien, je crois que tout à l'heure, cet après-midi encore, tu parlais du Salvador. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi là-bas, quel rôle joue le Bitcoin là-bas et pour quelles raisons? Je crois qu'il y a pour deux raisons, à la fois en moyen de paiement et à la fois en réserve de valeur. Président du Salvador, qui est un jeune président qui a été élu il y a 4 ans, il a décidé d'adopter le Bitcoin et je pense que son idée, alors il y a plusieurs objectifs, mais je pense que l'idée première, c'est vraiment l'inclusion financière. C'est-à-dire qu'il avait une population qui était bancarisée à moins de 30%. C'est un des pays les moins bancarisés d'Amérique, du continent américain. Et donc, en apportant un portefeuille Lightning, en créant un portefeuille d'État qui a amené une garantie pour l'utilisateur, parce que le Salvadorien, déjà, il n'a pas de banque. La seule confiance qu'il peut avoir, c'est vis-à-vis de son gouvernement, de son État. Et donc, l'État lui propose un wallet Lightning Network avec du Bitcoin et du dollar. L'intérêt du Chivo, qu'il faut bien comprendre, c'est pas que du Bitcoin, c'est Bitcoin et dollar. USD, pas USDT, USDC, pas une crypto-monnaie. Le dollar américain, tu peux le stocker sur ton Chivo. C'était ça l'idée, c'était de donner accès à un moyen de paiement autre que le cash, une capacité à épargner et à stocker ces dollars. Ce qui n'existait pas pour tous ces gens-là, il faut bien comprendre, sans banque, 70% des Salvadoriens, s'ils avaient de l'épargne à faire, c'était sous le matelas. Et c'est pas satisfaisant, je crois qu'on réalise pas à quel point essayer d'épargner en liquide, c'est compliqué, les billets peuvent s'abîmer, être bouffés par des rats, surtout sécuriser dans sa maison. C'est très difficile, quoi. Donc, les gens économisent 10 ans et se font voler leurs dollars. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Donc, l'idée première de Bukele, je pense que c'était ça. Et du coup, là-bas, beaucoup de gens payent avec un portefeuille Lightning, mais payent en dollars avec le portefeuille Lightning. Parce que la réalité des faits, c'est que les gens gardent les bitcoins. Plus l'éducation financière arrive au Salvador, plus... Parce que Bukele a donné $30 en bitcoin à chacun des Salvadoriens qui a fait la demande du Chivo. Donc au début, les gens les ont dépensés. Mais maintenant, les gens ont pris l'éducation financière et ils les gardent, les bitcoins, parce que comme toi, ils savent qu'il y en a que 21 millions et que ça va prendre de la valeur. Et la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est toujours pareil. Donc ils dépensent leurs dollars et ils gardent leur bitcoin. Et Alexandre, chez nous en France, quel comportement déjà, quand est-ce que tu as lancé Bitstack exactement? Ça fait combien de temps que... Le début juillet, ça ferait 1 an. L'application est sur les stores. D'accord. Et là, déjà en 1 an, comment est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup de clients? Est-ce que tu as un profil type de client? C'est intéressant, ça. Alors, il y a un intérêt, déjà, il y a un intérêt existant pour le Bitcoin. Je pense que nous, à notre manière, comme on le disait tout à l'heure, on a essayé d'accélérer cette adoption-là. Il y a une petite statistique d'ailleurs qui est assez intéressante et je pense qui est particulière à Bitstack, c'est qu'on a plus de 50% de nos utilisateurs qui sont des primo-acheteurs. Donc on est vraiment dans cette démarche de démocratisation parce qu'on a rendu l'épargne en Bitcoin accessible, ludique, très simple. Et donc on a un profil type qui est l'épargnant finalement un peu moyen français, qui ne connaît pas forcément les cryptos, qui en a entendu parler, qui a entendu parler du Bitcoin à la télé, sur le journal ou autre, mais qui n'a jamais voulu se lancer. C'est trop volatile, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment faire, il faut que je crée un compte sur un exchange asiatique ou autre. Et nous, avec Bitstack, on a créé une solution française, mobile, très simple d'utilisation, qui, encore une fois, vous avez besoin de rien faire, Bitstack s'occupe de tout. Et donc, on a cette cible des 18-35 ans, à peu près, on va dire, qui est un peu le jeune dynamique, qui a un compte chez LCL, qui a un compte chez Crédit Agricole ou autre, et qui, grâce à Bitstack, en fait, peut venir presque comme une deuxième couche, en fait, rajouter Bitstack à son compte existant, le plugger, le connecter, et le laisser en autopilote. Donc une fois que le compte Bitstack est connecté, il n'y a plus rien à faire, on peut lâcher les mains.
On peut se reposer, on peut dépenser comme on le fait d'habitude, et Bitstack va répondre à toutes ces problématiques-là. Quand est-ce que je dois acheter, comment est-ce que je fais pour créer un wallet, comment est-ce que je fais pour faire X, Y, Z. Voilà. Il y a une autre statistique, d'un coup j'y pense, qui est intéressante. Il faut savoir qu'en France, on épargne beaucoup, on est un des peuples qui épargne le plus, mais on n'investit pas beaucoup. Bon, ça c'est un autre sujet, par rapport un peu à notre aversion au risque. On est des champions du livret A. Hein. Ça... Alors, Ouais. c'est le produit financier le plus commun en France, c'est le livret A. Après, il y a l'immobilier, enfin, et tous les livrets à taux en règle générale. Je crois que plus de 80% des liquidités en France sont sur des livrets à taux ou sur juste des comptes bancaires. Donc ça a ses propres problématiques. Mais ce que j'allais dire, c'est que l'épargne moyen pour que les gens se situent en France, d'un Français, c'est à peu près 200 € par mois. Ça va jusqu'à 500 € pour les plus aisés. Et sur Bitstack, on a un panier moyen d'épargne qui tourne autour des 100 €. Donc on voit vraiment un engouement pour épargner. Donc notre solution, en fait, elle a une mission double. Hein. La première, c'est d'aider les gens à épargner, déjà tout simplement, parce que si on peut pas dégager de l'épargne, on peut pas l'investir, on peut pas le placer. Et deuxièmement, de le placer en Bitcoin de manière simple. Et donc 100 €, on peut se dire que pour un utilisateur moyen, ça peut représenter jusqu'à 50% de son épargne globale. Et donc on est super fiers de ces statistiques-là, parce que nous, notre mission dès le début, ça a été vraiment la démocratisation, et pas aller chercher déjà les utilisateurs qui ont plein de comptes sur différentes plateformes, et vraiment d'onboarder, d'accompagner. Moi, c'était mes parents, mes amis, ma famille, tous ceux qui n'ont jamais acheté du Bitcoin auparavant et qui, grâce à Bitstack, s'y mettent pour la première fois. Et il existe des milliers de crypto-monnaies, mais tu proposes que Bitcoin. Pourquoi? Et est-ce que tu comptes proposer d'autres cryptos, ou alors tu vas rester que sur Bitcoin? Alors effectivement, sur Bitstack, on nous pose souvent la question quand est-ce qu'on va ajouter une autre crypto-monnaie ou faire d'autres choses. Nous, on a fait le choix depuis le début de se concentrer uniquement sur Bitcoin. Alors pour des raisons qu'on a d'ailleurs déjà évoquées. Pour un peu donner sous un autre angle, pourquoi seulement Bitcoin. Il faut savoir que Bitcoin, on dit souvent, ok, cette autre crypto-monnaie, elle fait ça de mieux, ou elle fait ça que Bitcoin ne fait pas. Moi, ce que je dis souvent, c'est que Bitcoin n'est juste pas en concurrence avec les autres crypto-monnaies. C'est deux choses différentes, en tout cas sur le plan technologique. C'est-à-dire que Bitcoin, aujourd'hui, c'est le seul réseau monétaire qui est complètement universel, transparent et résistant à la censure. Et c'est ces caractéristiques-là que les gens viennent chercher. C'est le réseau le plus décentralisé, c'est le réseau qui a le plus gros effet de réseau, le plus gros network effect, et c'est la crypto-monnaie qui a eu une conception assez unique, ce qu'on appelle le open mining à la base, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait démarrer son ordinateur, accéder au réseau et miner. Alors aujourd'hui, on en a parlé, ça se fait à l'échelle industrielle, mais à l'époque, on pouvait le faire directement depuis sa computation d'un simple ordinateur. Et c'est cette conception-là qui permettait à n'importe qui de jouer les mêmes règles du jeu que tout le monde. Il n'y a personne qui s'est attribué 70% de la monnaie. Il faut se dire que si demain on utilise une monnaie un peu futuriste, je vois mal comment ça peut être une monnaie où il y a quelqu'un qui se l'est attribué à 70% au début. C'est pas la vision que moi j'ai de la monnaie du futur. Et donc on estime que Bitcoin, c'est le projet qui a réussi à se développer de manière complètement organique. Les gens ont choisi d'utiliser Bitcoin, on n'a pas imposé Bitcoin à quelqu'un. Depuis maintenant plus de 10 ans, plus de 13-14 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc, nous, on trouve que ça, c'est révolutionnaire. Et du coup, le cas d'usage de Bitcoin est complètement différent des autres crypto-monnaies qui ont un cas d'usage beaucoup plus spéculatif. C'est le casino géant en ligne. Comment est-ce qu'on fait beaucoup d'argent rapidement versus Bitcoin, qui est un moyen vraiment d'échapper à des systèmes bancaires soit corrompus ou des gens qui ont une inflation à 2, 3 ou plus en chiffres, qui ont des vraies problématiques du quotidien. Et donc nous, quand on développe notre société, on se pose ces questions-là, on se dit comment est-ce qu'on peut accompagner les gens à utiliser une technologie qui rend leur vie plus simple. Et Bitcoin a été un choix évident pour nous. Et toujours en question d'adoption, Fabrice, vous qui développez qui aidez à développer le Lightning Network avec A5, qui sont vos clients? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe surtout en France, ou alors est-ce que ça se passe à l'étranger? On a vu qu'en France aujourd'hui ça pouvait avoir un intérêt, mais que par rapport à certains pays il y en a moins. Comment ça marche? On en est où de l'adoption de Lightning? Alors en fait, on ne sait pas vraiment qui sont nos clients, parce que Lightning, à la différence de quasiment tous les réseaux, enfin, je pense tous les réseaux financiers aujourd'hui, c'est un réseau qui est ouvert. Vous n'avez pas besoin de demander une autorisation, de demander une licence pour vous brancher sur le réseau Lightning.
Vous pouvez le faire en passant par le réseau Tor, par exemple, qui permet d'anonymiser votre IP. Donc, on ne sait pas et on n'a pas envie d'identifier vraiment nos clients dans la plupart des cas. Après, on est régulièrement contacté par des gros opérateurs. J'ai parlé de Bitrefil tout à l'heure. Alors, c'est vrai que quand je disais client, c'est peut-être plus utilisateur dans ce cas, mais vous n'avez pas forcément... On ne sait pas. On peut savoir, par exemple, des répartitions par pays. On sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs en Amérique du Sud, mais on ne collecte pas, ou le moins possible, d'informations qui permettent de savoir qui exactement fait quoi chez nous. C'est plutôt le contraire. L'esprit dans lequel le réseau Lightning a été développé, puisqu'on fait partie des gens qui font les spécifications de ce réseau, c'est de pouvoir au maximum faire en sorte que les nœuds qui relaient les paiements ne sachent pas qui paye qui. Il y a une conception, on appelle ça du routage en oignon, qui ressemble à ce qui est fait dans le projet Tor. Et donc, un nœud de paiement comme nous, on est un des plus gros nœuds de paiement sur le réseau, on ne sait pas, quand on voit passer un paiement, on ne sait pas qui est l'origine du paiement, qui est la destination, et on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit encore plus compliqué à deviner. D'accord, donc là, il y a vraiment le côté protection de la vie privée, comme vous disiez tout à l'heure, qui est assez recherché, parce que globalement, la plupart des blockchains sont publiques. Et là, l'idée, oui, c'est de pouvoir qu'on ne sache pas qui fait quoi. C'est une des grosses différences entre Lightning, le protocole de paiement, et Bitcoin. Bitcoin, les transactions sont publiques. C'est-à-dire si vous faites un paiement Bitcoin, il va rester ad vitam sur la blockchain. C'est-à-dire que toutes les informations qui permettent de recouper des entités, des erreurs que vous ferez plus tard, des associations d'adresses IP, de passwords, etc., elles vont pouvoir être utilisées. La transaction qui a été faite il y a 4 ans, peut-être que l'an prochain, quelque chose fera qu'on pourra savoir qui l'a faite et vers qui. Lightning, ça ne marche pas du tout comme ça. Les informations ne sont pas publiques, elles sont temporaires. Et il y a des techniques de déanonymisation qui ressemblent à ce qu'on peut faire avec le réseau Tor. Si vous avez tous les nœuds du réseau Tor, vous savez qui fait quoi. Lightning, c'est plus compliqué. Et on fait vraiment tout ce qu'on peut pour que les paiements soient le moins traçables possible. Ok. De toute façon, on en reparlera là dans quelques minutes si vous avez des questions. Je vous propose qu'on parte en République démocratique du Congo. Sébastien nous a apporté une vidéo pour partir voir le parc du Virunga, voir comment le mining peut être utile là-bas d'une autre manière de ce qu'on a cité précédemment. Virunga National Park spans more than 3,000 square miles and is home to over 50% of the animal species on the continent. It's also Africa's oldest national park and part of the second largest rainforest on Earth, making the lungs of Africa a critical battleground in the fight against climate change. Criminal factions are poaching wildlife and burning the forest at breakneck speed, and their actions are affecting all of us. When it comes to the rebel groups and the militias, why did they choose Virunga? Why are they here? You know, it's a civil war in Congo, then the Rwanda genocide that brought them here. But what's kept them here is the illegal trafficking of natural resources in the east of Congo, in particular Virunga National Park. So there you'll see some charcoal burning. Yeah. It's the guerrilla sector. It's under enormous threat from the clearing of forest. There's thousands of acres of forests that have been cleared for charcoal, and it's really the main source of revenue for those militias. Rebel groups and armed militias have pillaged Virunga. By burning trees and turning them into charcoal, they've created a $40 million a year black market that preys upon basic human needs, like boiling water and cooking food. What we desperately need is clean energy, renewable energy, not oil and not charcoal. And where is this renewable energy solution taking place? Well, let me show you. Emmanuel brings me to Matebe, home to a run-of-river hydroelectric plant in the heart of Virunga. It's powered by the Rutshuru River, which flows from Lake Edward and generates 14 megawatts of electricity, enough energy for over 1.5 million residents in nearby Goma. Since there's no dam, there's minimal disruption to the natural ecosystem. We're hoping in the next 8 years to create 8 power plants like this to generate 105 megawatts. That is enough power to create between 80 and 100,000 jobs.
enough to draw out all the young men and women from the militias and work on a whole new instrument for bringing stability to the region. Nous avons rencontré Emmanuel de Mérode en février 2020. Il avait déjà 2 centrales hydroélectriques en exploitation et la 3e, sur la rivière Louviro, allait être achevée en septembre de la même année. Mais déjà, il lui apparaissait que les réseaux dans cette zone extrêmement isolée ne seraient pas prêts et que la centrale allait mettre pas mal de temps avant d'avoir une demande soutenue. Il avait retourné ça dans tous les sens. Que faire de cette puissance disponible ? L'idéal serait un client gourmand en électricité qui viendrait s'installer sur le site de production. Mais qui voudrait créer une usine au Congo, dans la zone la plus dangereuse du pays, en pleine jungle, dans un coin montagneux, pas de vraie route, pas internet, le premier village à 4 heures de piste? Le Bitcoin mining pourrait-il accepter les conditions techniques d'une telle installation? Il nous semblait bien que oui. Y aurait-il des mineurs pros pour aller risquer leur vie et leur outil de production dans cet environnement-là? Avant de dire oui, on a étudié le contexte. L'engagement d'Emmanuel de Mérode et de ses équipes pour la préservation du parc est un combat à mort. Plus de 200 rangers ont été assassinés au cours des 20 dernières années, et lui-même est tombé dans une embuscade et a été touché au torse et à l'abdomen par des tirs d'AK-47. On était là en présence de véritables combattants de l'écologie, des héros, et ils avaient besoin de nous. Alors, on a commencé dès l'ouverture de la centrale en septembre avec 2 conteneurs. La ferme des Virunga était née. Rien n'a été facile. Les violences n'ont fait que s'intensifier au cours de ces 3 années. Au-delà de l'insécurité chronique, nous avons subi quantité d'orages coupant l'alimentation de la ferme, et récemment, des crues d'une ampleur inédite dans la région. Mais c'est un franc succès. Le revenu de cette ferme pour les Virunga, c'est de l'ordre de 100 000 $ par mois. Et c'est énorme. On a montré à la direction du parc qu'on pouvait absorber la puissance excédentaire, là, dans des conditions où aucune industrie électro-intensive ne mettrait les pieds. Seul le mining peut faire ça. Sans le mining, la centrale de Louviro travaillerait à 20% de sa capacité. Sans le mining, le parc risquait la faillite. C'est ce que vient de révéler Emmanuel de Mérode à la presse américaine. Aujourd'hui, la 4e centrale hydroélectrique des Virunga est en cours de construction au nord-est, près de Ruangouba. Et déjà, les autorités du parc savent que le mining sera une béquille économique incontournable et bienvenue pour cette unité de 30 MW. Alors, quand quelqu'un vous dira que l'électricité du Bitcoin, on pourrait l'utiliser à autre chose, à des fins plus dignes, souvenez-vous de la ferme des Virunga. Pour Catalé, tout le monde a sa ceinture, c'est Oui. bon. Si vous avez mal au cœur, il y a des sachets, ok. Ou bien il y a la chemise devant. C'est chier. Mais tant que ça ne touche pas l'avion, c'est bon. Merci Sébastien pour ce voyage. Et donc là, on a vu un autre cas d'usage du mining. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en fait ce qui se passe et ce qui s'est passé et ce qui se passe encore là au parc du Virunga? Quel était le problème là-bas et en quoi le mining le résout en partie? Alors, la situation elle est expliquée au début du film, mais je pense que vous n'avez pas eu le son. L'idée d'Emmanuel de Mérode, donc le directeur du parc des Virunga, c'est de freiner la déforestation. Sa première mission, c'est de la sauvegarde des gorilles de montagne. C'est le dernier endroit au monde où il en reste. Et sa première mission, c'est de protéger les gorilles. Mais pas uniquement, parce que la faune de cette région, là, du parc des Virunga, c'est 50% des espèces totales d'Afrique qui vivent là, dans ces 7700 km². Et donc, sa lutte principale, c'est de lutter contre la déforestation. Parce que ça, évidemment, ça détruit l'habitat des gorilles et de tous ces animaux, les hippopotames, les éléphants, les léopards, etc. Donc, pourquoi les gens coupent du bois dans la forêt? C'est juste pour faire bouillir leur eau et pour se nourrir, pour faire la cuisine. Donc, ils coupent du bois pour faire du charbon de bois. Ils appellent ça le Makala. C'est un très gros marché, c'est ce qu'ils expliquent. Là, c'est plus de 100 millions de dollars tous les ans qui s'échangent au marché de Goma. Et donc, ça, c'est du braconnage. Et il a une armée de 850 rangers qui protègent le parc
Dans ce parc, il y a des troupes rebelles, il y a des Maïmaï, il y a des milliers et des milliers d'hommes en armes qui vivent là. Et donc la région est extrêmement violente. Et comment le mining peut justement aider à freiner cette déforestation et à comment dire, encourager les gens à ne plus consommer de bois? Alors, son pari, c'est d'amener une énergie de substitution, donc l'électricité. Donc, d'où les centrales hydroélectriques. Donc là, nous, on travaille sur sa 3e centrale. Les 2 premières travaillent à fond aujourd'hui. Hein. La première, Matébé, alimente Goma. C'est une centrale qui fait 16 mégas. Et donc, il y a de l'électricité dans les 2 tiers de Goma aujourd'hui grâce à Virunga Électricité. Et donc, l'idée, c'est de développer jusqu'à 110, 115 mégawatts. Là, il compte faire, je crois, jusqu'à 8 centrales, il a identifié. Donc là, il est en train de faire construire la 4e, c'est ce que j'ai expliqué dans le petit film. Là, et à quoi ça sert le mining? Ça sert à ponctuellement lui amener des fonds, à venir absorber cette électricité. Parce que comme je l'ai expliqué, il y a une différence importante entre l'offre au moment où on ouvre la centrale et la demande qui n'existe pas en gros. Hein. C'est pas que ça manque d'habitants, c'est que ça manque de réseaux. Et une fois que les réseaux sont tirés, il faut quand même convaincre toute cette population qui n'a jamais eu l'électricité que c'est mieux que le charbon de bois. Donc c'est une lutte. C'est une lutte, mais ça vaut le coup parce qu'effectivement, on a déjà vu les effets depuis qu'Emmanuel est arrivé. Je crois qu'il restait 800 gorilles de montagne quand il est arrivé. Aujourd'hui, il y en a plutôt 6 ou 7 000. Donc, la protection de la forêt a été efficace. Donc, ça permet, pour résumer, d'aider à rentabiliser ces centrales, donc d'en construire d'autres et que finalement, on consomme là-bas plutôt de l'électricité plutôt que du charbon, quoi. Tout simplement. En tout cas, ça amène de l'argent aux centrales, donc à Virunga Électricité. Donc, c'est une compagnie du parc, hein. Donc au parc, après que les fonds, ça va payer les rangers, payer des réseaux pour pouvoir alimenter plus vite les populations ou autres. En tout cas, ces 100 000 $ par mois aujourd'hui, ils sont juste indispensables à la survie du parc. Et Emmanuel l'a dit, Emmanuel de Mérode l'a dit dans le MIT Review il y a 3-4 mois, ça a été publié son article. Donc il a reçu un journaliste, Adam Popescu, pendant 3 semaines. Et il a fait une série d'articles, un pour le New York Times, où il explique ce que fait le parc, et un pour le MIT, où il explique ce que fait le mining pour le parc. Et Emmanuel dit dans cet article que le mining de Bitcoin a sauvé les finances du parc, a sauvé le parc de la faillite. Et ça, quand on entend des gens qui se disent écologistes dire le Bitcoin mining c'est une catastrophe écologique, c'est la conclusion de mon film. Pensez à cette ferme des Virunga et à l'effet très positif qu'a le mining sur la nature. Bon, on espère qu'il y aura d'autres cas d'usage comme celui-ci et que ça. Il y en a déjà. Celui-là est très flagrant parce que c'est un parc qui est mondialement connu. Mais des utilisations comme ça, il y en a plein. Hein. En tous les cas, le mining est systématiquement sur des endroits où l'électricité est perdue. Si elle n'est pas perdue, elle est trop chère. Ça, c'est certain. Ok, très clair. On a abordé quand même pas mal de thèmes autour de Bitcoin et des cryptos, même si on s'est principalement concentré sur Bitcoin. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit là depuis quasiment 1 heure? Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Oui, bien sûr qu'elles doivent le craindre et elles s'en privent pas. Hein. Elles s'en privent pas. Toutes les banques centrales dans le monde entier détestent les banquiers centraux, détestent Bitcoin, expriment très souvent leur détestation de Bitcoin. On voit Madame Lagarde, hein, par exemple, mais aussi la Banque de France, qui dès 2017 a dit aux Français Bitcoin n'y touchez pas, au travers d'une vidéo qui avait été tournée par la directrice de la Banque de France et tout. Donc, mais ça, c'est systématique. On a vu l'année dernière en Russie, la Banque de France, la Banque de Russie expliquait qu'ils allaient interdire le mining. Et puis la semaine d'après, Poutine leur a dit mais vous êtes non, ça va pas. Hein. C'est moi qui dirige le pays, c'est pas la Banque centrale. Donc très souvent, les banques, on entend que le Bitcoin est interdit au Maroc, par exemple, ou dans tout un tas de pays. Quand on creuse un peu, non. Il y a la Banque centrale qui a dit on a horreur du Bitcoin, interdit de faire des transactions. Mais il n'y a pas de loi dans le pays. Ce n'est pas la Banque centrale qui décide de vous interdire d'échanger du Bitcoin ou non. Il n'y a pas de loi qui va vous mettre en prison. Il n'y a pas de peine encourue à utiliser le Bitcoin. Dans la plupart des pays qui disent que le Bitcoin est interdit. Parce que c'est la Banque centrale qui a décidé que c'était interdit, mais ce n'est pas une loi. Donc oui, ils en ont peur, c'est certain, et ils ont raison d'avoir peur parce que l'idée à terme, hein, si Bitcoin s'impose comme un réseau monétaire mondial, il n'y aura plus besoin de banquiers centraux du tout. Hein. Donc ils ont ce réflexe de protection, alors que c'est pas leur génération de banquiers centrales qui est visée, c'est la génération d'après.
Voilà. Ces banquiers centraux, même jeunes, existeront encore à la retraite, je pense. Mais à long terme, oui, bien sûr, il n'y aura plus de banquiers centraux. Hein. Merci à vous. Je suis indifférent, personnellement, en tant qu'utilisateur. L'avantage Bitcoin, c'est que chacun en fait son utilisation. Est-ce qu'un BlackRock peut avoir une influence? C'est un peu la question que se pose. Franchement, moi, je n'ai pas forcément d'avis. Certains disent BlackRock peut absorber toute la liquidité pour ensuite changer le consensus ou autre. Je pense déjà, il y a un premier point qui est que, d'après moi, il y a une grosse mécompréhension de qui instaure les règles sur Bitcoin. On entend que c'est les fonds d'investissement, les plateformes d'échange, les mineurs, alors que pas du tout. C'est d'ailleurs pourquoi j'invite tout le monde à rouler son propre nœud, parce que c'est les utilisateurs du réseau qui roulent leur propre nœud qui décident du consensus. Donc non, en tant qu'utilisateur qui roule son propre nœud et qui est souverain à ce niveau-là, moi je suis indifférent de qui veut rentrer ou sortir du réseau. Maintenant, est-ce que c'est potentiellement positif? Oui, plus de gens s'y intéressent. Moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Parce que voilà, on en parle. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont s'intéresser au Bitcoin, se poser des questions. Donc moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de positif et je vois pas ça comme une surface d'attaque pour Bitcoin. Je voudrais ajouter que par construction, le protocole Bitcoin est assez difficile à manipuler ou à modifier. Sans rentrer dans les détails, aujourd'hui, il y a deux écoles pour la validation des transactions et des blocs. Il y a le Proof of Stake et le Proof of Work. On a accusé le Proof of Work de tous les maux en disant que ça a fait bouillir les océans, etc. Mais c'est un système qui est extrêmement simple, qui est très, très facile à comprendre. Le protocole Bitcoin, c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué. Et le Proof of Work, ça marche très bien et c'est pas manipulable. Donc, même si des gens possèdent des quantités énormes de Bitcoin, ce sera difficile d'avoir une influence sur le protocole. Ça pourrait être le cas avec un Proof of Stake. Proof of Stake, je simplifie, mais on vote avec son argent. Forcément, si on possède beaucoup d'argent, on fait un petit peu ce qu'on veut. Avec le Bitcoin, c'est vraiment très compliqué et on peut toujours venir de l'extérieur. C'est aussi une des grosses différences avec le Proof of Stake. Si quelqu'un réussit sur une monnaie en Proof of Stake à avoir 60% des jetons, il fait ce qu'il veut. Le fait que le minage se gère pas en Bitcoin, mais se gère en amenant des fiat et des ASIC, fait que même si quelqu'un aujourd'hui contrôlait 90% des mineurs, on peut toujours rentrer dans le marché, acheter des ASIC et miner. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Donc le fait que quelqu'un possède beaucoup de Bitcoin, c'est pas une menace forte sur les évolutions du protocole. On ne contrôle pas le protocole Bitcoin parce qu'on possède des Bitcoins. Les mineurs sont au service du réseau, en fait, tout simplement. Mais au-delà de ça, un BlackRock a une image qui peut être sulfureuse aussi. Hein. Donc, en termes marketing, c'est un plus pour beaucoup de gens parce que le plus gros fonds du monde s'intéresse à Bitcoin. Et pour d'autres, ce fonds pourri, ce fonds vautour s'intéresse à Bitcoin. Donc, tout ça, c'est la même sauce financière, spéculative et immorale, voire amorale, j'ai entendu la semaine dernière. Voilà. En fait, oui, comme il l'a dit, on s'en fout, nous, de savoir si BlackRock est là ou pas là. Je précise que BlackRock, ça fait des années qu'ils investissent sur Bitcoin. Hein, ils ont mis peut-être 250 millions ou 300 millions sur Core Scientific, qui est un gros mineur américain, qui est en chute libre, hein, mais ils continuent de lui redonner de l'argent régulièrement, à notre grande âme, parce qu'on aimerait bien qu'il coule, celui-là. Mais voilà, donc BlackRock est intéressé depuis longtemps. Ouais. Et c'était pas les seuls. Moi, je me rappelle de discussions en 2014-2015 où Fidelity, qui est un énorme gros fonds américain, avait investi dans plein de sociétés qui tournaient autour du Bitcoin, qui eux-mêmes avaient déjà monté leur branche Fidelity Digital Assets. Donc, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Ça a déjà été le cas, ça sera le cas dans le futur. Ça change pas grand-chose. En tout cas, c'est déjà une grosse affaire depuis longtemps, ouais, le Bitcoin. Et les fonds américains le savent. Quand nous, les banques françaises, carrément, nous ferment nos comptes en banque. Quoi. C'est un peu l'école, l'œil américain et l'œil à la française. C'est-à-dire que nous, on n'essaie même pas de comprendre, on régule, on ferme. Et bon, là, vous avez 3 entreprises françaises, mais on est des survivants. Hein. Enfin, Alex est plus récent, mais il faut avoir le courage d'entreprendre en France dans cet écosystème-là où très régulièrement les banques nous ferment les portes.
Justement, moi, j'aurais aimé avoir en parlant de régulation, votre regard à tous les trois sur ce qui se passe notamment du côté des États-Unis avec la SEC, la Security Exchange Commission, qui est le gendarme financier américain, qui pour Binance et Coinbase, deux des plus gros exchanges mondiaux, et qui attaque assez fort, hein, notamment avec son président Gary Gensler. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça vous inquiète? Ou alors est-ce que vous voyez ça au contraire comme une opportunité et vous pensez que potentiellement ça pourrait ramener du business entre guillemets en Europe plutôt que ça reste aux États-Unis? Ou alors vous pensez que c'est une mauvaise chose pour l'ensemble de l'écosystème? J'ai compris que c'était pour moi, celle-là. Donc, moi, je vois la partie réglementaire comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut être à la fois positif et à la fois négatif. Je m'explique. Alors, on va commencer par la partie plutôt comment est-ce que ça peut être positif. S'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de cadre réglementaire pour encadrer l'activité, on peut imaginer pourquoi ça peut être un problème. Déjà parce qu'il faut être réaliste. Les consommateurs, sans cadre réglementaire, ils n'ont pas forcément confiance. Aujourd'hui, nous, on le voit à travers Bitstack, il y a plein de gens qui viennent parce qu'on est une société française enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, avoir un certain niveau de réglementation, je pense que c'est important. L'autre revers de la médaille, c'est qu'on peut aussi tuer une industrie. En Europe, on est quand même assez bon pour surréglementer. Du coup, on perd en compétitivité. Parce que si aujourd'hui, on demande aux sociétés françaises d'avoir des procédures hyper lourdes, de faire tout un tas de choses, et qu'après, il y a des acteurs internationaux qui, eux, adressent le public français, mais sans être soumis à ces réglementations-là, c'est compliqué pour nous d'être compétitifs. Et c'est ce que disait Sébastien, il faut survivre, quoi. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Est-ce que maintenant la SEC, c'est inquiétant spécifiquement? Nous, on n'opère pas aux US. Donc, en l'occurrence, moi, ça m'importe encore une fois peu. La question, c'est est-ce que les régulateurs européens vont faire la même chose? L'avantage qu'on a en Europe, c'est qu'ils ont déjà passé le rouleau compresseur, j'ai envie de dire. Ce qui était intéressant, c'est que justement, d'ailleurs, ce qu'on appelle les altcoins étaient plutôt visés. Bitcoin n'était pas spécialement visé, hein, avec tout ce débat de savoir si c'est une sécurité, etc. Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce point-là, d'ailleurs, moi, je suis de l'avis qu'aux États-Unis, ils ont peut-être mieux compris un peu la différence entre Bitcoin et le reste, puisqu'ils ont un avis quand même assez tranché en tout cas, c'est ce qui commence à se dévoiler, sur le fait que la plupart des altcoins, donc des autres crypto-monnaies, sont plutôt considérés comme des titres financiers spéculatifs, versus Bitcoin, qui est considéré un peu comme une commodité. Ou versus en Europe, pour l'instant, c'est un peu mis tout dans le même panier. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais pour finir, j'allais dire qu'en Europe, nous, on a l'avantage, potentiellement, on peut voir ça comme ça, d'avoir un cadre réglementaire maintenant, en tout cas, qui est très clair. On a eu la loi Pacte en 2019 qui a introduit le statut du PSAN, donc pour prestataire de services sur actifs numériques. Donc on est une société avec ce label-là qui encadre donc la partie achat-vente de crypto-monnaies, conservation de crypto-monnaies, etc. On a eu ensuite, maintenant on parle d'un PSAN renforcé, donc ils ont encore ajouté certaines couches réglementaires dessus. Et le grand sujet du moment, ça a été la loi MiCA, qui a été votée récemment et qui rentre en application fin 2024 et qui est pour le coup super exhaustive. Donc nous, l'avantage en tant que société, c'est qu'on sait dans quelle direction il faut aller, que ça nous plaise ou pas, il va falloir s'y soumettre. Mais comme je disais, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours cette question de est-ce qu'on va pouvoir rester compétitif sur un marché qui est global finalement et où d'autres acteurs vont peut-être pas se soumettre parce qu'ils auront une société basée dans un autre pays hors Europe et qui vont quand même essayer de démarcher le public français. Voilà, moi, c'est toujours un peu, je présente les deux choses. On est content de se soumettre à la réglementation. Un bon niveau de réglementation est important pour protéger les consommateurs et leur donner confiance. Encadrer les sociétés et éviter des FTX ou autres potentiellement, mais pas trop parce que sinon on perd en compétitivité et les entreprises, quand on dit conformité, on dit coût. Forcément, il faut savoir que la conformité, c'est un poste de dépense extrêmement important pour les institutions financières. Et donc après, on perd en compétitivité, tout simplement. Rajouter quelque chose. Pour les gens qui veulent se lancer dans des projets ou qui essaient de savoir s'ils sont potentiellement régulables ou régulés, aujourd'hui, à partir du moment où vous restez dans le monde Bitcoin, donc vous ne faites pas de conversion vers des fiat, et à partir du moment où vous ne gérez pas l'argent de vos clients, vous êtes non custodiaux, en théorie, vous n'êtes pas régulé. Donc, A5, par exemple, on est un des plus gros opérateurs de paiement sur la zone Lightning. On n'a pas de licence, on n'est pas régulé, on n'est pas, pour l'instant, soumis à régulation. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de faire du KYC ou l'AML, etc.
parce qu'on ne possède pas l'argent de nos clients. Les gens qui transactent avec nous, on ne contrôle pas leurs fonds. J'espère que ça va rester comme ça. Il y a quand même quelques événements qui sont assez inquiétants qui ont eu lieu ces derniers mois. C'est que des gens qui vont développer des protocoles d'anonymisation. Donc, je ne parle pas de gens qui les ont mis en place. Je parle juste des gens qui ont vu les protocoles, ont été inquiétés par la justice. Alors, je crois qu'il y a un cas en Hollande et un cas aux États-Unis. Ça, je trouve que c'est une dérive qui est assez dangereuse. Ça peut rappeler aussi ce qui s'est passé avec GPG au tout début. Donc, je ne sais pas si les gens se rappellent de l'histoire de GPG. PGP, quand c'est né, les gens qui ont mis au point Pretty Good Privacy ont été inquiétés par la justice américaine. Finalement, ça s'est bien terminé pour eux parce qu'on les accusait d'avoir mis à la disposition de tout le monde une technologie de chiffrement fort. C'est un débat qui revient tout le temps. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas de mettre à la disposition des gens des messageries chiffrées comme Signal ou autre chose? On entend souvent des choses qui sont contradictoires. D'un côté, les États veulent interdire les messages chiffrés, de l'autre côté, la Communauté européenne recommandait à leurs employés d'utiliser Signal il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Et aujourd'hui, si vous ne contrôlez pas l'argent de vos clients et si vous restez dans le monde Bitcoin et vous ne touchez pas au fiat, vous n'êtes pas soumis à régulation. Et on espère que ça va rester comme ça. Finalement, en fait, ça va être les passerelles, comme on vient de le dire, les passerelles entre le système financier actuel et l'écosystème Bitcoin, malheureusement ou pas, seront, en fait, moi c'est ce que j'appelle, il va y avoir des écosystèmes un peu gated, sur lequel là il y aura tout un tas de checks, donc du KYC et autres, comme une institution financière classique. Si ça reste là, l'avantage c'est qu'on peut quand même en sortir. Bon, on sera déjà passé par ça, mais c'est vrai que sur une utilisation pure de Bitcoin, on peut être souverain à 100% et gérer son propre nœud, gérer ses propres clés, et il n'y a aucun contrepartie. En fait, c'est à partir du moment où il y a un contrepartie, une institution comme Bitstack ou une autre, qu'il y a des mesures qui doivent être mises en place pour protéger le consommateur. Personne n'a vu son argent fondre parce que cet argent n'existait pas. Hein. Ça leur a été donné gratuitement. Hein. Donc personne n'a vu son argent fondre. C'est l'argent que Bukele leur a donné qui a fondu. Et il n'a pas vraiment fondu parce qu'ils ont le même nombre de bitcoins qu'au début. Donc non. Imaginez qu'il n'y a pas d'adoption parce que les gens ne payent pas avec le bitcoin. C'est une énorme erreur. C'est pas du tout ça l'adoption du bitcoin. C'est pas moi je suis bitcoiner depuis 2015. Je ne claque rien en bitcoin. Je l'ai fait au début. Hein. Ouais, on allait à la maison du Bitcoin, il y avait un bar en face, ils prenaient tu payais ta tournée, 1 Bitcoin le morito, quoi. Il y a des gars, ils ont claqué 15 Bitcoins dans la soirée pour payer le coup aux copains. On le fait plus. Voilà, j'ai une paire de Ray-Ban, je pense que en dollars, elle doit valoir 7 ou 8 000 dollars, pardon. Donc, moi, je le fais plus. Et je pense que de plus en plus, les gens comprennent que, pour l'instant, faut pas dépenser ces Bitcoins. Hein. C'est tout. Donc, l'adoption, elle existe au Salvador. Et les gens qui ont adopté le Bitcoin, c'est pas ceux qui payent avec le Bitcoin parce que ils veulent pas les claquer, encore une fois. En revanche, en tant que réserve de valeur, c'est en train de se répandre. Il y a une grosse éducation qui est en train de se mettre en place. Hein. Certains ont pu dire on a mis la charrue avant les bœufs, on a imposé Bitcoin monnaie légale avant d'avoir formé les populations. Mais finalement, K1, ça va bien. En tout cas, le gouvernement est vachement volontaire. Dès qu'il y a des boîtes privées, des bitcoiners qui viennent dans le pays, il les encourage à donner de la formation et tout ça. On est vraiment encouragé à communiquer avec les populations, à créer nous-mêmes nos petites écoles de formation. C'est ce que fait Roxy, Découvre Bitcoin. C'est un Français, il va là-bas, il parle couramment l'espagnol et il forme les gens, quoi. Donc, mais non, cette idée qu'on lit partout dans la presse que l'adoption est un échec au Salvador, c'est juste un contresens. Ouais. Alors moi j'ai une question, jusqu'où doit aller l'adoption justement? C'est-à-dire que est-ce que ça doit être rester dans le côté réserve de valeur? Est-ce que ça doit être dans le côté moyen de transaction financière sans intermédiaire? Ou est-ce que ça doit devenir une monnaie mondialement reconnue? Pour vous, si vous aviez un idéal, c'est quoi votre jusqu'où doit aller l'adoption en fait? Je me permets, vous direz. L'adoption, c'est toujours. Il faut bien se souvenir, hein, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, je pense que toutes ces mauvaises monnaies-là qui sont en train de s'écrouler les unes après les autres, hein, parce qu'on ne s'en rend pas encore trop bien compte avec l'euro, mais l'écroulement du système monétaire, il est mondial. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez que je vous cite des pays où la monnaie est en train de s'écrouler, on en a pour 1 heure de plus. Parce qu'il doit y avoir 80 pays dans le monde aujourd'hui où la monnaie va très très mal. Et des gros pays, dont l'Argentine, le Brésil, la Turquie, c'est pas des petits dossiers, quoi.
Donc pour moi, l'adoption du Bitcoin, elle viendra du fait que ces monnaies se gaufrent et que du coup, les gens n'ont pas trop d'autres choix, quoi. Quand la livre turque perd 30%, les Turcs, ils veulent quoi? Ils veulent du dollar. Impossible d'acheter du dollar. Eh ben, ils se tournent vers le Bitcoin. Et pour moi, mon idée, c'est, je sais pas quand, ça peut être dans 50 ans ou dans un siècle, mais les monnaies fiat vont disparaître et laisseront la place à un système monétaire basé sur Bitcoin. Ouais. Donc c'est ça l'adoption finale. Et pour ça, il faudrait, selon toi, que le cours soit plus stable ou comment tu vois les choses par rapport à ça, tu vois? Alors c'est difficile de se projeter, mais on peut imaginer que si le Bitcoin devient une monnaie indispensable pour beaucoup de pays, le cours va énormément monter. Une fois que le cours est haut, la volatilité baisse. On le voit déjà aujourd'hui avec elle baisse déjà, mais c'est vrai que, enfin bon, après personne ne sait, mais on peut se dire jusqu'à quel point il faut monter pour qu'après ça se stabilise. Et puis après, ça peut toujours rebaisser derrière, c'est compliqué. Comment est-ce que... En tout cas, c'est moins manipulable quand ça vaut 500 000 $ en Bitcoin que quand ça vaut $1, ça c'est sûr. Et donc on voit bien qu'à 30 000 $, il est beaucoup moins volatile qu'il l'était quand il était à 100 $. Ouais. Donc on peut envisager que ça... Encore une fois, il n'y en a que 21 millions, il y a 8 milliards d'êtres humains. Donc on peut envisager qu'il grimpe encore beaucoup et que, en fonction de son utilité, il finira par se stabiliser. Ouais. On n'est pas pressé de voir ça. Il faut que les gens aient le temps d'apprendre, d'en acheter un petit peu et de rentrer dans ce jeu. C'est un jeu de distribution des cartes, en fait. Actuellement, le Bitcoin, c'est un nouveau jeu. Il y a des cartes, elles sont distribuées dans le monde entier. Les cartes, c'est un commerçant qui décide d'accepter Bitcoin. Aujourd'hui, il n'aura aucun succès commercial. Il ne va pas encaisser beaucoup de Bitcoin, mais il va avoir plein de sympathisants Bitcoin qui vont venir dans son restaurant. Et donc, il déclare « Je suis Bitcoiner, je suis prêt. Si l'euro se casse la gueule demain, moi, vous pourrez venir manger chez moi et payer avec vos Bitcoins. » C'est ça la distribution qui est en train de se faire et ça peut prendre énormément de temps. Et moi, je rêve pas que ça arrive. C'est-à-dire que je rêve pas de voir l'euro s'écrouler avec toutes les conséquences catastrophiques que ça va avoir sur nos vies. Je rêve pas de ça. Mais les bitcoiners se mettent à l'abri parce qu'on n'a plus confiance. On ne recrute pas du tout parce qu'on n'a que l'encadrement qui est ici. Et sur site, pour travailler dans les fermes, on a différents profils. On a des ingénieurs électroméca, on a des informaticiens, on a des électroniciens, tout simplement, qui savent réparer des cartes électroniques, puis qui après se mettent à la maintenance des ASIC et tout ça. Il faut une bonne base technique. Ouais. Mais c'est vraiment les seuls profils qu'on recherche. Pour le reste, c'est les machines qui travaillent dans le mining, essentiellement. Oui, Alexandre, ça recrute chez vous ou pas? Il y a des profils. Si vous ne recrutez pas, il y a des profils en particulier que vous recherchez. Enfin, comment, pour ceux qui seraient intéressés? Nous, ça va être plus. Moi, il y a différents profils. Bien évidemment, on va y avoir le profil d'ingé software classique, que ce soit mobile ou back. Ensuite, on a des profils conformité. On en a parlé. Après, on a des profils. En fait, il y a quand même pas mal de profils d'assez variés, puisqu'on a ces différentes fonctions qui nous permettent d'opérer la société. Donc, la partie ingénierie, la partie conformité, on a du support client, on a du marketing. D'ailleurs, on recrute un poste de social media manager et community manager sur l'équipe marketing. On recrute un peu sur toutes ces fonctions un peu classiques d'une boîte tech. Ça, c'est pour nous. Peut-être que des ingénieurs pour toi. Alors, nous, on ne recrute pas en ce moment, mais on n'a que des ingénieurs chez nous. Il y a un besoin fort de recrutement sur ce qui est travail sur le protocole, donc à la fois Bitcoin et Lightning. Ça a l'air assez étonnant, mais c'est une économie qui vaut des milliards ou des dizaines de milliards, mais les travaux sur le protocole sont faits par très très peu de gens. Ça remplit même pas cette pièce ici. C'est quelques dizaines de personnes sur le protocole Bitcoin et pareil sur Lightning. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a que ces gens-là qui travaillent sur Bitcoin. Vous avez des milliers de personnes qui sont chez Binance, Kraken, Coinbase, Blockchain, etc., chez les mineurs. Mais les travaux sur le protocole sont faits par très peu de gens et il y a régulièrement un besoin de renouvellement là-dessus. Donc, c'est très algorithmique. C'est à mi-chemin entre la cryptographie appliquée, les systèmes distribués, mais il y a un besoin permanent de gens là-dessus. Et il y a de plus en plus de systèmes de bourses. Notamment, il y a Brink qui offre des bourses comme ça. Il y a Chaincode de mémoire qui organise des
des sélections et des formations qui sont assez avancées pour en retrouver les nouvelles personnes qui vont développer le protocole demain. Et ça, c'est permanent. Donc vous ne serez pas forcément employé par une de ces sociétés, mais il y a un besoin permanent de développeurs protocoles sur Bitcoin et Lightning aussi. Je pense que c'est une bonne pub pour Bitcoin, ce qui se passe. On en parlait tout à l'heure, c'est quoi le risque des banques centrales? Il y a l'euro numérique qui va arriver. En l'occurrence, moi, je n'ai pas compris, il est déjà numérique, mais bon, il y aura une monnaie digitale de banque centrale. C'est pas très clair, j'ai l'impression, pour l'instant. Ouais, on ne sait pas trop quelle forme, mais ce qu'il faut garder en tête, pour moi, c'est la partie la plus importante, c'est que ça sera un outil potentiel, et la potentialité, c'est le risque, de surveillance de masse, de contrôle de masse et de censure de masse. On parle beaucoup d'écologie. Si demain vous avez un compte avec une monnaie de banque centrale et qu'on ne veut plus que vous achetiez de la viande, vous n'achèterez plus de la viande, tout simplement. Ou vous ne pourrez plus faire X, Y, Z. Moi, je vois ça comme une bonne pub pour Bitcoin, parce qu'on le disait tout à l'heure, je pense que c'est Fabrice qui le disait, c'est plus la partie vie privée et souveraineté financière qui prendra le dessus, plus que plus que d'autres cas d'usage de Bitcoin. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Alors, est-ce qu'il y aura une guerre entre les banques centrales et les utilisateurs de Bitcoin? Oui, il y en a déjà eu plein, que ce soit à un moment donné les États qui s'en inquiètent, à un moment donné c'est un politicien, à un moment donné c'est une société ou un mineur malveillant, on l'a vu en 2017, qui veulent changer Bitcoin ou que chacun veut que ça marche comme lui il le veut. Le système est quand même hyper résilient. Je pense qu'il a montré qu'il sera résilient presque à tout jamais. Il ne faut pas se dire que non plus c'est gagné. Il y a des choses à faire. Mais je m'en fais pas trop de soucis. Les choses se dérouleront comme elles se dérouleront. Et la partie CBDC, Central Bank Digital Currency, je trouve ça plutôt une bonne pub pour Bitcoin. Ça peut accélérer les choses à l'inverse. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Juste, les banques centrales n'ont même pas besoin de notre résistance en tant que bitcoiner. Bon, il faut faire de la DCA, il faut aller chez Bistack et acheter un petit peu de bitcoin tous les mois ou toutes les semaines. Mais au-delà de ça, il faut laisser les banques centrales se couler toutes seules. Ces gens-là, quand même, leur mission principale, c'est la stabilité des prix. Je crois que vous avez tous conscience qu'ils ont complètement échoué. Donc ces gens-là se gaufrent, disent que l'inflation n'existe pas. Quand on se prend 10% d'inflation, ils disent « Ah, peut-être qu'il y a un petit peu d'inflation, mais on est au pic, là, vous inquiétez pas. » Ça fait 2 ans que ça dure. Ils n'ont rien vu venir, ils ne savent pas quoi faire pour contrôler le truc. Et voilà, ils sont d'une incompétence crasse, parce qu'ils ne peuvent rien faire, en fait. C'est même pas qu'ils sont incompétents, parce que c'est les plus intelligents, les banquiers centraux, d'une génération en général. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On a décidé de créer un truc où ils peuvent tirer sur la monnaie autant qu'ils veulent. C'est-à-dire en créer autant qu'ils veulent. Et c'est les États qui leur imposent ça, aux banquiers centraux. Donc voilà, ils se retrouvent avec une corne d'abondance, là, ils ne savent plus la fermer. Et voilà, la machine est emballée. On a une dette qui explose. Dans tous les pays du monde, c'est pareil. Et voilà, ils sont condamnés. Au bout d'un moment, on va dans le mur. Plus on crée de la dette, plus on a le mur de la dette qui devient haut et qui devient infranchissable, jusqu'à l'écroulement. Voilà, donc ils tomberont d'eux-mêmes, à mon sens. L'autodestruction. C'est un système qui est basé sur la dette. On émet de la dette pour financer des projets. Pour rembourser la dette, il faut soit faire des politiques fiscales ou monétaires. Il s'avère que imprimer, quand on est politicien, demander à la Banque centrale d'imprimer, c'est plus facile que d'imposer à tout le monde de payer plus d'impôts, puisqu'on en paye déjà beaucoup. Donc on imprime, on injecte plus de liquidité. La liquidité fait augmenter la dette. On essaie de rembourser la dette. Enfin, c'est un puits sans fin. Et on s'autodétruit. Et la bonne nouvelle, c'est que l'histoire a montré que c'était déjà le cas pour plein d'autres monnaies étatiques ou monnaies fiduciaires. Et finalement, quand on regarde le dollar américain comme réserve mondiale, c'est pas si vieux que ça. Donc, est-ce que ça suivra le même chemin potentiellement? Et Bitcoin offre une sortie de secours. Et on pourrait imaginer une cohabitation justement entre Bitcoin et ce système financier actuel, que ça pourrait cohabiter intelligemment entre les deux. Pour le moment, de toute façon, les deux coexistent déjà. Bitcoin, les gens posent la question, mais comment j'acquiers du Bitcoin? Oui, on peut travailler s'il y a un employeur qui veut vous rémunérer directement en Bitcoin, mais pour l'instant, vous pouvez soit en acheter en convertissant directement vos euros en Bitcoin, ou... Il y a un député belge qui l'a fait, mais je crois qu'il a arrêté. Ouais, j'en avais entendu parler, je n'ai pas les détails, mais... Tu sais pourquoi il a arrêté ou... C'était son projet d'être payé en Bitcoin pendant 1 année.
C'est Christophe de Beukelard, c'est un député de Bruxelles. Et ouais, voilà, il a fait l'expérience comme ça pour attirer l'attention sur le Bitcoin en Belgique, quoi. C'était ça l'idée. Donc oui, ça cohabite, ça coexiste, et c'est ce qui est en train de... L'outil le plus révélateur de cette cohabitation, c'est le stablecoin, hein, c'est l'USDT. Hein. Le succès de l'USDT, c'est que c'est une passerelle entre les deux mondes financiers, entre les deux mondes monétaires. Et il est indispensable, à mon avis, cet outil, cette passerelle, mais qui sera appelé à disparaître peut-être un jour. Oui. C'est fort possible. Je crois même, j'avais entendu que certains disaient que l'intelligence artificielle, enfin que comment dire, que les technologies blockchain et Web3 pourraient justement canaliser certains excès de l'intelligence artificielle. Alors dans les faits, comment, je sais plus exactement, je sais pas s'il y en a un de vous trois qui est calé là-dessus, mais je crois qu'il y avait certaines technologies Web3 qui justement pouvaient avoir des applications concrètes contre certaines dérives de l'IA. Voilà. Après, je sais pas si quelqu'un soit calé spécialement là-dessus. Désolé, pas de réponse. C'est deux sujets distincts en fait. Je ne sais pas comment l'intelligence artificielle impactera Bitcoin d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais, deux sujets séparés tout simplement. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? Ouais. Si, moi, j'ai peut-être quelque chose à dire sur l'IA. Alors, c'est pas sûr, hein, mais une des racines de Bitcoin, c'est des algorithmes qui ont créé Bitcoin, c'est la lutte contre le spam. En fait, une des idées derrière la preuve de travail, c'était de pouvoir empêcher les gens de spammer et d'envoyer, par exemple, 1 million d'emails pour pas très cher. Si dans les dérives de l'IA, on a la facilité à créer automatiquement des spams, des faux comptes, etc., bon, c'est des choses qui commencent à être pointées du doigt. Le fait d'avoir une technologie qui permet de faire des micro-paiements, ça pourrait être un moyen de lutter contre ça. Mais bon, c'est un peu... Ils en ont parlé pour des réseaux sociaux comme Twitter, où il y a ou réseaux sociaux en général, où il y a plein de problématiques de faux comptes, ou du spam, tout simplement, faux comptes, plus commentaires en spam. Effectivement, si on ajoute une partie micro-paiement, en fait, on augmente le coût d'attaque de spam, puisque s'il faut spammer, mais qu'il faut payer à chaque fois. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Mineur, on est au Congo, au Paraguay. On a encore une petite installation en Russie qui date de 2018. C'est la fin, hein, les machines arrivent à leur bonne fin. Et on a créé la ferme officielle à Oman. C'est-à-dire que le gouvernement, là, on l'a ouvert avec lui, une ferme en plein désert dans le sud d'Oman. Voilà. Pour ce qui est de l'adoption du Bitcoin, c'est assez difficile à voir, mais on peut voir que les pays où il y a le plus de transactions, ça reste la Chine et certains pays d'Afrique comme le Niger. Tu as d'autres exemples où il y a le plus de transactions? Nous, on a pas mal de clients, on a pas mal d'utilisateurs en Amérique du Sud et aussi pas mal d'utilisateurs dans certains pays de l'Est. On le voit quand les gens nous demandent des traductions en tchèque ou en choses comme ça. Mais c'est surtout l'Amérique du Sud. Non, mais j'allais juste dire, en fait, il faut regarder... Bitcoin résout dès maintenant deux problématiques, qui est la partie échange de valeur et stockage de valeur. C'est-à-dire les pays où les gens ont du mal, on parlait de mettre des billets sous le matelas, le Liban, on peut rajouter, où il y en a plein d'autres. Pour eux, il y a un cas d'usage évident, où les gens où il y a une censure du système bancaire ou du gouvernement sur la possibilité de faire des transactions et d'avoir des activités économiques entre parties. Là aussi, il y a un cas d'usage. Donc en fait, c'est plutôt une suite logique que ces pays-là l'adoptent en premier, parce que eux, c'est une question de survie. Tout simplement, alors que nous, si demain je n'utilise pas Bitcoin, je serais pas content parce que j'ai une conviction autour de Bitcoin, mais bon, dans la réalité, je vais pouvoir continuer à vivre ma vie. Alors, il y a un exemple rigolo, c'est le Nigeria, justement. En Afrique, c'est là où il y a le plus de transactions en Bitcoin. C'est interdit. Et voilà, et l'exemple est rigolo parce que c'est interdit. Le Bitcoin est interdit au Nigeria. La Banque centrale a sorti tout un tas de courriers ultra inquiétants à l'attention de la population pour dire Bitcoin n'y touchez pas, mais vraiment c'est officiel, quoi, c'est interdit. Et la semaine dernière, le directeur de la Banque centrale du Nigeria est parti en prison. Donc c'est rigolo. Voilà, donc c'est lui qui avait interdit le Bitcoin et il se retrouve en taule. Il ne faut pas taper trop fort sur le Bitcoin, hein, peut-être qu'il y a un rapport de cause à effet, on sait pas trop.
Alors, dans la presse francophone, tu as bitcoin.fr. Là, tu peux être sûr que tout ce qui est écrit dans bitcoin.fr, c'est bon, c'est validé. Il y a Marco qui est là, hein, il valide, ils connaissent Bitcoin depuis 2010. Vous avez créé bitcoin.fr. Voilà. Au niveau international, je parle pour la presse, hein, les articles, quoi. Je vais dire une connerie, je ne sais plus l'autre. Bitcoin, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ce qui a fonctionné le mieux pour moi. Donc, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis juste, je prends mon cas d'exemple. Moi, je passais beaucoup de temps à aller dans des meet-up en personne. Tout simplement parce que ça permet un peu de juger directement ce que la personne dit, d'avoir plein d'avis différents. Moi, bon, j'habitais au Canada, c'est une autre histoire. J'habitais au Canada il y a quelques années. Donc, j'ai été instruit au Bitcoin, on va dire, ou en tout cas, j'ai appris pas mal de choses là-bas parce qu'il y avait plein de gens qui travaillaient sur Bitcoin à l'époque, qui travaillent toujours sur Bitcoin d'ailleurs. Mais en France, il y en a plein. C'est pour ça que je mentionne ça maintenant. Il y a aussi plein de meet-up. Il y en a, je crois qu'il y a même un, je ne sais pas si sur bitcoin.fr ou sur un autre site où ils répertorient tous les meet-up qu'il y a en France autour du Bitcoin. Je précise d'ailleurs, une autre façon de quand même bien filtrer, c'est si on parle que de Bitcoin ou si on parle de plein d'autres choses. Si vous allez sur quelque chose où ils parlent que de Bitcoin, généralement la qualité de l'information sera meilleure parce que vous savez que c'est des gens qui sont quand même concentrés sur un sujet et ils savent pourquoi ils sont là. Donc voilà, je cherche plein de meet-up. Il y en a à Aix-en-Provence, à Marseille, à Paris, à Nantes, et presque toutes les villes françaises. Je voudrais que alors, ça concerne surtout la partie technique, donc c'est pas moins facile d'accès, mais tout ce qui est fait sur Bitcoin et Lightning et ce qu'il y a autour est open source. Et la plupart des discussions sont aussi ouvertes. Donc c'est des forums qui sont parfois un petit peu hostiles, c'est des vieux trucs genre IRC, bon, je suppose que c'est moins utilisé chez les jeunes, mais au maximum, on essaie d'avoir des discussions techniques qui sont accessibles à tout le monde. Il y a des comptes rendus qui sont en général diffusés de façon open source. Donc je ne dis pas que c'est facile d'accès, mais en ce qui concerne la technique et le protocole, tout est ouvert. Pas dans le monde et dans l'Express, quoi. Ça, c'est sûr. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été là. Merci à vous trois. Hein. Je rappelle Alexandre Roubaud, CEO de Bitstack, Sébastien Gouspiou, spécialiste du minage et cofondateur de BigBlock, et Fabrice Drouin, fondateur et directeur des nouvelles technologies de A5. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci pour votre attention et vos questions et à très bientôt.